Pensez-vous que vous méritez votre salaire ? Votre rémunération reflète-t-elle votre mérite, votre efficacité ou votre utilité sociale ? Savez-vous si vous appartenez aux meilleures rémunérations ou au contraire aux plus faibles en France ? Toutes ces interrogations soulèvent des questions beaucoup plus larges sur l'échelle des salaires que l'économiste Baptiste Milondo traite dans son dernier livre « Ce que nos salaires disent de nous ». Pourquoi le montant des salaires est-il un enjeu collectif ? Comment décider du juste montant de rémunération d'un métier ? Qu'est-ce qu'un salaire juste ? Comment un revenu inconditionnel pourrait-il, selon lui, répondre à certaines de ces problématiques ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Baptiste Milondo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant en économie et en sciences sociales, vous militez pour la création d'un revenu inconditionnel et pour la décroissance, et vous venez de publier ce livre, « Ce que nos salaires disent de nous », aux éditions Payot, où vous apportez une réflexion sur la manière dont nos salaires sont déterminés, si cela est juste, et vous donnez des pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait mieux organiser le travail finalement, rémunérer le travail ou le non-travail. Vous débutez ce livre avec cette réflexion. Que se passerait-il si vous arrêtiez de travailler ? Quelles en seraient les conséquences, non pas pour vous, mais pour la société ? Vous dites que vous vous inspirez du travail de David Graeber sur les bullshit jobs, littéralement les jobs à la con, qui montraient que si certaines professions cessaient de travailler là comme ça du jour au lendemain, comme les éboueurs, les infirmières ou les mécaniciens, les conséquences seraient immédiates et relativement catastrophique. En revanche, écrit-il, on ne voit pas très bien en quoi l'humanité pâtirait d'une évaporation soudaine de tous les PDG, lobbyistes, chercheurs en relations publiques, actuaires, télévendeurs, huissiers ou consultants juridiques. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer ce livre sur les salaires avec cette réflexion de David Graeber ? En fait, le point de départ du livre, c'est un constat qui me semble assez largement partagé. Constat d'une déconnexion entre notre contribution à l'utilité commune et notre niveau de rémunération. Et c'est exactement ce que pointait David Graeber. En fait, alors, le livre s'appelle « Ce que nos salaires disent de nous », mais à l'arrivée, le point de départ, c'est plutôt ce que nos salaires ne disent pas de nous. Et clairement, en fait, on s'aperçoit que nos salaires ne disent strictement rien de notre contribution à l'utilité commune. Moi, le souci que j'ai avec la hiérarchie actuelle des salaires, c'est qu'on a tendance systématiquement à vanter les mérites de ceux qui gagnent le plus. D'une manière ou d'une autre, on trouve toujours un moyen de dire eux, ils méritent vraiment de gagner plus. On ne se pose jamais la question de savoir pourquoi ceux qui gagnent le moins mériteraient de gagner le minimum, d'être vraiment les perdants de la distribution des salaires. Donc du coup, il faut, quand on parle de justice salariale, il faut bien regarder les deux bouts du spectre, et donc regarder ceux qui gagnent le plus, est-ce qu'ils méritent le plus, et ceux qui gagnent le moins, est-ce que c'est juste qu'ils aient cette position-là. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on établisse un peu un panorama de l'échelle des salaires en France. Parce que souvent, il y a plusieurs études d'ailleurs qui avaient montré qu'on ne se situe pas forcément soi-même dans la tranche où on se situe réellement. Donc aujourd'hui, vous rappelez que le salaire moyen, selon l'Observatoire des inégalités en France, est de 2 500 €. Si on intègre les revenus des précaires et des saisonniers, on tombe à 1 800 €. Mais vous rappelez que c'est finalement pas la meilleure manière de se situer sur l'échelle des salaires, puisque le salaire médian permet un peu mieux de se projeter, puisque là, on tombe à un peu moins de 2 000 € net par mois. Donc en gros, pour qu'on comprenne bien, si on gagne 2 000 € net, on fait partie de la moitié des Français qui gagnent le plus. Ouais. Pour aller un peu plus loin dans cette échelle, si on gagne 2 558 € net, on est carrément dans les 30% qui sont les mieux payés. Et au-delà de 4 000 €, là, on est carrément dans les 10% les mieux payés. Quelles sont les professions qui sont le plus valorisées et qui gagnent le plus aujourd'hui ? Alors déjà, je reviens juste sur l'échelle des salaires. Donc, sur le salaire moyen, donc c'est important quand même de voir la distinction entre salaire moyen à temps plein et puis effectivement, là vous disiez les précaires. Il n'y a pas que les précaires, il y a aussi les temps partiels. Et les saisonniers. Les saisonniers, ouais. Donc du coup, il faut, la plupart du temps, on se focalise sur ces 2 500 €. Mais à l'arrivée, c'est clairement trompeur. Donc 1 800 si on prend l'ensemble des quotités de travail. Ensuite, donc effectivement, il y a le salaire médian, donc qui permet aussi de voir, je crois que je le cite dans le livre, en dessous de 1 600 €, on fait partie des 30% les moins bien payés. Donc ça permet aussi de voir que l'échelle des salaires est assez ramassée sur le bas de la distribution.
Et après, effectivement, sur les hauts salaires, enfin sur ceux qui gagnent le plus, enfin, 10% et plus, on va avoir des professions qui sont généralement, qui demandent généralement beaucoup de diplômes. Qui vont avec beaucoup de responsabilités, alors même si on pourra revenir sans doute sur ce critère-là, et qui sont davantage valorisés par le marché, dans des secteurs qui sont davantage valorisés par le marché. Donc c'est essentiellement ça qu'on va retrouver. Alors certaines professions dans le champ de la santé, donc les médecins généralistes, encore plus les spécialistes, on va avoir les cadres, notamment les cadres d'état-major des grandes entreprises, puis on a évidemment les PDG de grandes entreprises. Et alors, vous rappelez que ce qui est plus ou moins cher dans notre vie, c'est-à-dire finalement ce qu'on peut acheter ou non avec ce salaire qu'on reçoit, eh bien c'est lié irrémédiablement au travail des autres. C'est aussi pour ça que c'est si important de parler des salaires. Vous rappelez que le coût est toujours relatif et vous appelez à ne pas penser les salaires comme un enjeu individuel, mais comme un enjeu collectif, c'est-à-dire de ne pas penser simplement à moi, on va m'augmenter mon salaire pour que je puisse avoir plus de pouvoir d'achat, mais qu'il faut le penser vraiment dans cette organisation de la société. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là ? Ouais, en fait, le souci aujourd'hui, à mon sens, c'est que donc, la plupart du temps, quand on parle de salaire, on en parle en tête-à-tête avec son employeur ou son supérieur hiérarchique pour négocier une augmentation. Éventuellement, quand on dézoome un petit peu, on a des revendications corporatistes. Ici, les enseignants vont dire on veut être davantage payés. Enfin, il y a tout le temps des revendications comme ça, mais sans qu'on prenne en compte l'ensemble des salariés. Et le souci, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle de problématiques de vie chère, d'inflation, etc., quand on parle de vie chère, ce qui nous coûte cher, c'est le salaire des autres. Donc du coup, ça invite à se poser la question dans son ensemble. On ne peut pas juste avoir une politique qui consiste à dire on va donner un peu plus à un tel parce qu'ils ont demandé un peu plus fort que les autres et puis sans regarder ce que ça implique pour tous les autres. Parce que de fait, si je suis augmenté, je vais devenir plus cher pour tous les autres. Donc si on veut vraiment parler de justice salariale, il faut prendre le problème dans son ensemble. Et vous dites que les salaires installent une véritable hiérarchie sociale parce que finalement, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est aussi une question de statut social, le niveau de rémunération auquel on a accès ? Pas clairement, parce que ça indique la manière dont notre emploi est valorisé. Donc valorisé par la société. Donc c'est évidemment une valorisation économique, mais aussi symbolique et sociale. Ce qui est, j'allais dire marrant, mais c'est pas le terme. Si je vous donne une liste de noms et de prénoms, avec à côté une liste de rémunération, et que je vous demande de dire quelles sont les personnes qui sont les plus importantes aux yeux de la société, vous allez pouvoir se dire sans problème, ceux qui sont le mieux payés sont les plus importants, sont jugés les plus importants. Si je vous demande par contre qui sont les plus utiles pour la société, là en fait ça sera beaucoup plus difficile de le dire. Donc on a une valorisation sociale qui va avec la valorisation économique, avec donc les hauts salaires, mais encore une fois ça ne dit rien du tout de notre utilité sociale. Ça a été flagrant au moment du confinement, du premier confinement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un constat quand même largement partagé. On s'est rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui avaient des boulots qui n'étaient pas reconnus socialement, symboliquement, économiquement, et qui pourtant avaient des missions essentielles. Et donc la difficulté, c'est que si effectivement il y a un écart entre utilité sociale et niveau de rémunération, alors les écarts de rémunération ne sont pas simplement des inégalités salariales, c'est aussi des injustices salariales. Et donc du coup, ces injustices, il faut les corriger. Vous, le constat que vous faites, que vous dressez, qui est aussi le constat de David Graeber que vous utilisez au début du livre, c'est de dire notre salaire n'est pas corrélé à notre utilité sociale, et donc la valeur sociale, puisque le salaire confère une valeur sociale, n'est pas corrélée à l'utilité qu'on a, et c'est un problème. Et donc il faut repenser, selon vous, ce système du travail, cette rémunération. Et pour ça, vous dites qu'on doit se poser la question de qu'est-ce qui est un salaire juste ? Quel est le bon salaire qu'on devrait attribuer à chaque profession ? Et donc il faudrait essayer peut-être d'établir un mode de calcul sur comment est-ce qu'on arrive à évaluer cette utilité sociale de chaque profession. Et vous expliquez que pour évaluer le caractère plus ou moins juste d'un salaire, on peut mobiliser 4 critères: ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on vaut et ce que l'on veut. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 critères et pourquoi utiliser, selon vous, ces 4 critères ? C'est les critères qui sont mobilisés la plupart du temps quand on cherche soi-même à estimer si on est bien ou mal payé. Et ce qui est intéressant, c'est que suivant l'endroit où on se trouve dans l'échelle des salaires, on va mobiliser des critères qui sont différents. Donc si on est bien payé,
on va plutôt s'appuyer sur ce que l'on est. On va dire, en fait, on mérite en quelque sorte. C'est nos caractéristiques propres, intrinsèques, qui justifient le niveau de rémunération. Ou alors, on va s'appuyer sur le marché, en disant, par rapport aux autres, je mérite davantage. Donc, c'est soit ce que l'on est, soit ce que l'on veut, alors qu'à l'inverse, quand on est dans le bas de la distribution des salaires, on va plutôt s'appuyer sur ce que l'on fait, en se disant, en fait, pour la tâche que je remplis, avec l'effort que je fais, etc., sans doute que je mériterai un peu plus, ou ce que l'on veut, donc la question du besoin, quand on se dit, en fait, avec le salaire que je perçois, je n'arrive pas à boucler les fins de mois. Et donc, je voudrais avoir davantage. Et ce que l'on vaut ? Ce que l'on vaut, c'est vraiment une histoire de comparaison. Une histoire de comparaison, donc on va regarder sur le marché combien est-ce que telle ou telle activité va être valorisée, et est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on estime mériter plus ou moins que telle profession, etc. Et ce que vous dites, c'est donc qu'aujourd'hui, si on arrivait à fonder les distinctions sociales sur l'utilité commune, ce serait une bonne chose, mais aujourd'hui, ça ne paie pas d'être utile socialement. Non. Vous le dites pendant le Covid. L'exemple que je prends dans le livre, notamment, c'est tous les métiers du care, les métiers du soin. De manière générale, c'est le cas des services à la personne. Ça semble compliqué de ne pas reconnaître une grande utilité sociale à ces activités, et pour autant, c'est des activités qui sont très mal rémunérées. Et vous disiez, c'est pas juste en fait. On a une injustice sociale dans la rémunération, mais moi je vois un autre problème qui est également que ça désincite à travailler dans ces métiers-là, puisqu'ils sont utiles, mais ils ne paient pas. Donc on préférera peut-être se tourner vers des professions plus rémunératrices, mais moins utiles socialement. Oui, alors du coup, c'est deux questions différentes. Il y a la question de la justice, dans le sens où effectivement, ça heurte notre sentiment de justice de se dire il y a des boulots qui sont juste indispensables, qui sont primordiaux, et ils sont très très mal rémunérés, très très mal reconnus. Et après, il y a la question de l'efficacité. Donc effectivement, on les rémunère mal, et on a du mal à recruter dans les EHPAD, on a du mal à recruter du personnel de santé. Donc j'essaye de présenter le livre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le lit, mais c'est comme ça que je l'ai pensé, comme une forme d'enquête, où je passe en revue les différents critères qui sont mobilisés aujourd'hui pour expliquer et ou justifier les inégalités de rémunération. Et en fait, il y a 3 types de critères, si je schématise. Il y a les critères effectifs, les critères qui vont être mis en avant, et les critères qui me semblent pertinents. Alors, les critères effectifs aujourd'hui d'explication des inégalités, ça va être essentiellement l'origine sociale et le sexe. Donc on voit que suivant notre origine sociale, on va avoir accès à des métiers qui sont différents, à des postes qui sont différents, à des niveaux hiérarchiques qui sont différents, à des niveaux de diplôme qui sont différents, et de la même manière, suivant notre sexe, là aussi, on va avoir accès à des secteurs d'activité qui sont différents, on va avoir accès à des niveaux hiérarchiques différents, et donc tout ça, ça va impliquer des inégalités de salaire. C'est ça qui permet d'expliquer le plus les inégalités salariales. Évidemment, à aucun moment c'est défendable, ce type de critères. Enfin, on ne peut pas dire à une femme, t'es moins bien payé parce que tu comprends, t'es une femme, c'est juste indéfendable. Du coup, on va plutôt utiliser, on va plutôt mettre en avant ce que j'appelle la fable du mérite. On va essayer de maquiller ça derrière une logique de mérite avec différents critères. Alors ça va être la responsabilité, ça va être le niveau de diplôme, ça va être la productivité, qui sont, à mon sens, des arguments qui sont infondés. Et il nous reste les arguments, les critères qui me semblent les plus pertinents, donc la question d'utilité sociale et la question de la pénibilité, mais qui sont aujourd'hui largement ignorés. De fait, on s'aperçoit qu'il y a cette fameuse déconnexion entre utilité sociale et niveau de rémunération, sachant qu'on peut même pousser assez loin l'argument qui consisterait à dire c'est pas une décorrélation, c'est une corrélation inverse entre utilité sociale et niveau de rémunération. Et donc là, on n'a pas d'indicateur efficace. Là, c'est compliqué. Si on essaye de mesurer l'utilité sociale, alors là, j'essaye aussi de passer en revue les différentes méthodes qu'on peut utiliser. Alors évidemment, je parle du PIB, parce qu'aujourd'hui, c'est le PIB qui va être utilisé notamment par les économistes pour essayer d'évaluer la contribution à la richesse commune. Le PIB qui présente plein de travers qui n'en font pas un bon indicateur de richesse. Il y a tous les travaux... Alors notamment une étude que je cite en introduction, une étude de l'ANEF, le New Economics Foundation, qui est un think tank britannique, qui essaye d'évaluer l'utilité sociale, plutôt le retour social sur investissement de différentes professions.
Mais en fait, systématiquement, on s'aperçoit qu'en dernière instance, il y a des jugements de valeur qui doivent être opérés pour pouvoir attribuer une valeur monétaire à telle ou telle profession. Et la difficulté, c'est que ça me semble difficile de tomber d'accord sur une valorisation monétaire objective de l'utilité sociale. Et la dernière méthode que je développe dans le livre, c'est même la question des activités essentielles, donc ce qu'on a utilisé dans le cadre de la crise du Covid, où le gouvernement nous a dit, en fait, il y a certaines activités que vous allez pouvoir continuer, d'autres, vous n'allez pas pouvoir les continuer. Les activités que vous pouvez continuer, c'est des activités qu'on va juger essentielles. Sauf qu'on s'est rendu compte, dans le cadre de ce confinement, qu'il y a plein d'activités qui étaient jugées non essentielles et qui nous semblent aujourd'hui juste indispensables pour avoir une vie juste qui vaut la peine d'être vécue. Il y a tout le débat sur les métiers de la culture. Est-ce qu'il faut ou pas ouvrir les cinémas, etc. Est-ce qu'il faut ou pas ouvrir les bars, les restaurants, en fait, les lieux de vie. En fait, c'est juste indispensable. Donc, ça semble compliqué d'avoir comme ça une grille qui permettrait de dire, de manière un petit peu surplombante, il y a des activités qui sont essentielles et d'autres qui sont moins essentielles. Sachant que je dis ça avec, par ailleurs, une casquette de décroissant qui me conduirait aussi à dire il y a des activités qui sont nuisibles et il faut s'en passer. Et donc, c'est comme ça, parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'indicateur aujourd'hui qu'on puisse utiliser, qu'on en arrive à l'un de vos combats principaux, qui est celui pour un revenu inconditionnel. Pourquoi mettre en place un revenu inconditionnel ? Comment est-ce que ça résoudrait ce problème de salaire ? Et quelles en seraient les caractéristiques ? Alors, je ne pense pas que ça puisse résoudre seule la question de la justice salariale. Par contre, mon raisonnement, c'est de dire, de fait, quand on raisonne, quand on réfléchit un peu à l'utilité sociale, à la contribution à l'utilité commune, on s'aperçoit que notre contribution excède largement le champ du travail, le champ de l'emploi. Il y a des tas d'activités qui aujourd'hui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas réalisées dans le champ de l'emploi et qui sont juste indispensables au fonctionnement de la société. Donc si on prend l'utilité sociale au sérieux, si on se dit effectivement chacun devrait être rétribué à proportion de sa contribution à l'utilité commune, alors il faudrait, ça me semble être un bon départ pour justifier le versement d'un revenu, la mise en place d'un revenu inconditionnel, au nom de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Et donc à combien s'élèverait ce revenu inconditionnel selon vous et à qui il s'adresserait ? Alors, moi, je fais une défense que je qualifierais de gauche et décroissante du revenu inconditionnel. Donc, par rapport aux propositions de droite, j'insiste sur le fait que le montant de ce revenu inconditionnel doit être suffisant. Et par suffisant, j'entends toujours trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que son montant doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Donc en arrondissant, disons, 1100 euros par personne aujourd'hui en France. Suffisant pour échapper à l'exclusion, ça veut dire que ça doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels à une participation active à la société. Et suffisant pour échapper à l'exploitation, ça veut dire que ça doit permettre de se passer durablement d'emploi. Et comment est-ce qu'on finance ce revenu inconditionnel ? Est-ce que c'est l'éternelle question ? Alors c'est une question que j'évacue là dans le livre, un peu facilement. Parce qu'en fait, c'est une question à tiroir. En fait, généralement, pour y répondre, je retourne la question. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut nous conduire à poser la question du financement ? Et je vois 4 raisons qui peuvent nous conduire à poser la question du financement. D'une part, on peut se dire en fait qu'on n'a clairement pas les moyens. Effectivement, si on met en place aujourd'hui un revenu inconditionnel tel que celui que je propose, donc, je ne l'ai pas précisé, mais donc je le reprécise pour que ce soit clair. Revenu inconditionnel, c'est revenu qui est versé sans condition et sans contrepartie. Donc sans condition d'âge, sans condition de nationalité, sans condition de situation familiale. Vous dites c'est résidence sur le territoire ? Ouais, juste la résidence. Comme pour l'impôt. Et sans contrepartie, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de réaliser un travail d'intérêt général, qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de rechercher activement un emploi, etc. Donc, si on met en place un revenu inconditionnel, qu'est-ce que celui que je défends ? Il faut imaginer, en gros, débloquer 600, 700 milliards d'euros chaque année. Ce qui est une somme conséquente, c'est l'équivalent du budget de la protection sociale aujourd'hui. Et donc on peut se dire, on n'a clairement pas les moyens. Sauf que mathématiquement, on a les moyens. Si on regarde aujourd'hui le revenu disponible par tête en France, donc on prend l'ensemble du revenu disponible, on divise par le nombre de personnes sans faire attention, mineurs, majeurs, etc. Aujourd'hui, on a un revenu disponible qui est de l'ordre de entre 1600 et 1700 euros. Donc, si on partage à part égale le revenu disponible, encore le revenu disponible, c'est le revenu qui nous reste une fois qu'on a payé les impôts, les prestations sociales et qu'on a perçu les prestations sociales.
Donc si on partage à part égale, on a 1 700 € par personne. Donc qui peut le plus, peut le moins. Donc si on est capable de donner 1 700 € à tout le monde, à part égale, on est capable d'avoir 1 100 € pour tous les majeurs et un peu moins pour tous les mineurs. Mathématiquement, c'est possible. Donc c'est pas ça qui doit nous conduire à dire c'est pas finançable. Le deuxième motif qui conduit à poser la question du financement, c'est de se dire ok, c'est possible, mais ce serait pas juste, parce que ça supposerait un tel transfert de richesse que ce serait un prélèvement indu pour les plus riches aujourd'hui. Sauf que moi, le fondement que j'utilise pour défendre le revenu inconditionnel, c'est de dire, en fait, tout le monde a droit à un revenu inconditionnel, pas de manière généreuse en disant il faut absolument que tout le monde ait droit à un revenu au nom du droit à la vie, etc. Moi, mon fondement, c'est de dire tout le monde a droit à un revenu inconditionnel parce que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif. En fait, tout le monde contribue à produire le gâteau, donc tout le monde a droit à une part du gâteau, une part suffisamment grande pour continuer à le produire dans de bonnes conditions. Donc en fait... Et là, on vous dira, les gens qui ne travaillent pas ne produisent rien. Les gens qui restent chez eux toute la journée ne contribuent pas au gâteau. Alors, du coup, les gens qui ne travaillent pas ne produisent rien. On voit assez facilement, encore une fois, quand on prend au sérieux la question de l'utilité sociale, que c'est faux. À l'évidence, il n'y a pas que dans l'emploi qu'on peut contribuer à l'enrichissement collectif. Il y a des tas au travail gratuit évidemment. Ouais. Au care à la maison, justement, dans la sphère domestique. Ouais. Aux soins des autres à la maison, aux activités bénévoles en tout genre. Et moi, ma position, c'est de dire, en fait, on est tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle société. D'une manière ou d'une autre, on contribue tous à l'enrichissement collectif, ne serait-ce qu'en maintenant le lien social, en faisant en sorte qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. En fait, ma position à la suite de François Flahault, c'est de dire, s'il n'y a pas de lien social, il y a juste rien. Et tout le monde participe à ça. Et je ne vois pas la logique qu'il peut y avoir à dire j'en ai vu 2-3 qui ne contribuent pas, du coup punition collective, plus personne n'aura de revenu inconditionnel. En fait, si on me dit il y a des gens qui restent enfermés chez eux et qui n'ont aucun rapport avec la société, je pense que c'est à la société de s'interroger et d'essayer de tendre une main plutôt que de dire si c'est ça, on va essayer de fliquer tout le monde pour éviter qu'il y ait un revenu inconditionnel indu versé à certaines personnes. Donc, vous, ce que vous dites, c'est que finalement, il ne faut pas tant réfléchir au financement avec une calculatrice plutôt qu'aux grandes thématiques de société que ça soulève, c'est ça ? Ouais. Alors du coup, si je finis la question du financement, donc on a les moyens, mathématiquement c'est possible. Ça me semblerait plutôt juste parce que c'est la situation injuste qui conduit à verser juste des miettes à des gens qui pourtant contribuent au fonctionnement de la société qui me semble vraiment, vraiment injuste. Ensuite, une autre raison qui peut conduire à poser la question du financement, c'est se dire, ok, c'est possible, ce serait plutôt juste, mais c'est pas tenable, c'est pas pérenne, parce que si on met en place un revenu inconditionnel suffisant, qui plus est, suffisant pour se passer durablement d'emploi, alors il y a sans doute des gens qui vont décider de se passer durablement d'emploi, ce qui fait que les recettes fiscales nécessaires au financement du revenu inconditionnel vont se faire de plus en plus rares. Et c'est là que ça questionne notre modèle de société. C'est là qu'on se dit, en fait, si une fois qu'on a un revenu suffisant en poche, on décide d'arrêter de bosser, on quitte nos emplois, quitte à consommer moins, alors ça remet en cause les objectifs de la société productiviste. En fait, à quoi bon chercher à produire toujours plus si dès qu'on a la possibilité de se passer d'emploi, on préfère se passer d'emploi ? Oui, mais donc à la fin, le danger, effectivement, vous l'avez souligné, c'est qu'il n'y ait plus de personnes, il n'y a plus assez de personnes qui travaillent pour pouvoir financer ce fameux revenu. Posons-nous les questions différemment. Enfin, à ce moment-là, on doit se dire comment est-ce qu'on fait pour produire suffisamment ? Et c'est cette question du suffisant que j'utilise pour définir le montant du revenu inconditionnel qui me semble essentiel de manière générale dans notre société. En fait, c'est une question qu'on ne se pose jamais en économie. On ne verra jamais un ministre de l'économie dire aujourd'hui, cette année, on a produit suffisamment. Donc, dans le sens suffisamment, c'est bon, on arrête. Non, l'objectif, c'est toujours de produire plus d'année en année. Cette question du suffisant, c'est une question qui est vraiment transgressive dans une société de croissance. Et quand je dis suffisant, il faut entendre le moins possible. Il faut produire suffisamment, donc le moins possible, pour pouvoir juste préserver notre temps. On a mieux à faire que de produire plus d'année en année. Et c'est ça que le revenu inconditionnel permet de saisir dès lors qu'on en tire toutes les conclusions. C'est ça que je trouve bien vraiment intéressant dans cette proposition, au-delà même de son éventuelle mise en œuvre, c'est que ça questionne systématiquement la société actuelle. Je dis toujours, il faut passer la société au révélateur du revenu inconditionnel. Si on mettait en place un revenu inconditionnel, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, ça changerait radicalement notre société et il ne faut surtout pas attendre l'instauration du revenu inconditionnel pour pouvoir transformer la société dans une société qui pourrait mettre en place un revenu inconditionnel.
Et vous parliez plutôt dans les raisons qui peuvent pousser à mettre en place un revenu inconditionnel ou en tout cas à se poser la question de la justesse ou de nos salaires aujourd'hui, c'est le critère de pénibilité. C'est qu'aujourd'hui, les emplois pénibles ne sont pas bien rémunérés. La question, évidemment, encore une fois, qu'on peut se poser quand on regarde cette solution ou cette piste de solution de revenu inconditionnel, c'est en quoi et pourquoi des personnes se mettraient à continuer à exercer des métiers pénibles si de toute façon ils percevaient chaque mois un revenu inconditionnel. Ouais, alors ça c'est suffisant. C'est une très bonne question, mais c'est une très mauvaise objection. Du coup, c'est quelque chose qu'on a systématiquement, effectivement, dès qu'on parle de revenu inconditionnel, qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel. Et du coup, je l'explique dans le livre, c'est l'objection que je préfère, l'objection que je qualifierais de pénible, que je préfère, parce que c'est, en fait, si on l'écoute attentivement, ça revient à dire, alors je fais la version courte, mais qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place ? C'est ça, en fait, la vraie question. Parce que si on se pose la question, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont chargés de réaliser ces tâches pénibles et ils préféraient sans doute faire tout à fait autre chose que de réaliser ces tâches pénibles. Mais ils n'ont pas le choix. Oui, ils le font sous la contrainte, en fait. Ils le font sous la contrainte. Et le revenu inconditionnel lève cette contrainte. Et donc, du coup, la rend visible aussi. La chose problématique aujourd'hui, c'est que cette contrainte, elle est présente partout et on a le luxe de ne pas la voir. Une partie de la population a le luxe. Il y a quand même une bonne partie de la population qui exerce ces métiers pénibles. Eh ben, c'est précisément pas cette partie de la population qui va se dire attendez, si on met en place un revenu inconditionnel, qui va faire les tâches pénibles ? Pour cette partie-là, qui réalise aujourd'hui les tâches pénibles, c'est plutôt une libération. Par contre, pour tous les autres, là, ça va être un problème. Donc du coup, tout l'intérêt du revenu inconditionnel, c'est de mettre à jour ce type de mécanismes sociaux qui, la plupart du temps, sont invisibilisés parce qu'on a la possibilité de contraindre les gens à faire les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Et dernière objection que j'aurais envie de vous opposer, et qui est souvent celles qui sont adressées aux défenseurs du revenu inconditionnel par la gauche, c'est de se dire, mais ça va à l'encontre même de cette pensée d'État-providence et même finalement presque de méritocratie, c'est-à-dire qu'on adapte les aides sociales en fonction de votre situation, en fonction de vos caractéristiques, que vous soyez un enfant, que vous soyez pauvre, que vous soyez handicapé, qu'on adapte les allocations ou les aides sociales à ça. Et là, ça reviendrait à donner exactement la même chose à tout le monde, et donc finalement, peut-être à supprimer ces aides sociales et à mettre tout le monde dans une position d'inégalité encore plus forte, puisque le système ne corrigerait plus ces inégalités qui sont intrinsèques à toute société. Ouais. Alors du coup, c'est la quatrième raison qui peut conduire à poser la question du financement. Cette question notamment de la protection sociale, l'impact sur la protection sociale. En gros, l'idée, c'est si on met en place un revenu inconditionnel, quelle modalité de financement on va envisager et à quel prix ? Et la crainte légitime à gauche, c'est de dire on va mettre en place un revenu inconditionnel, mais pour financer ce revenu inconditionnel, on va rogner sur la protection sociale, on va rogner sur les services publics, on va rogner sur le droit du travail. Moi, ma position, elle est assez claire. J'ai toujours défendu comme ça. Si je dois rogner sur quelque chose, c'est sur les inégalités. Donc, en matière de protection sociale, je préconise de conserver toutes les prestations auxquelles le revenu inconditionnel se substitue parfaitement et avantageusement. Donc, ça veut dire que parfaitement, l'objet doit être le même, et avantageusement, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être supérieur à la prestation qui est supprimée. Concrètement, ça veut dire que le RSA, si on met en place un revenu inconditionnel, on le supprime, évidemment, parce que le montant du revenu inconditionnel est plus élevé, les mécanismes de distribution sont bien plus intéressants, et l'objet est quasiment le même. Pour autant, là je tiquais tout à l'heure sur votre question, parce que le revenu inconditionnel n'est pas une aide sociale. Tel que je le conçois, encore une fois, ce n'est pas une version généreuse du revenu inconditionnel que je défends, c'est une version contributive du revenu inconditionnel. Donc il ne s'agit pas du tout d'une aide sociale. Et donc c'est logique que ce ne soit pas la même, le même raisonnement derrière qui consiste à adapter exactement le montant en fonction des besoins, etc. Donc on garde tout le système de protection sociale qui corrige les inégalités et on y rajoute en fait une transformation profonde du système du travail. Parce que c'est système de répartition. Le système des salaires. C'est pas de la redistribution, c'est de la répartition, dans mon optique. Donc du coup, je ne touche pas à la protection sociale, je ne touche pas au droit du travail, je ne touche pas aux services publics, évidemment, je touche aux inégalités. Mon objectif, c'est aussi de réduire fortement les inégalités. Et quand on vous lit, sur toute la première partie du livre qui fait le constat de ces inégalités de salaire, sur le fait, encore une fois, qu'on n'est pas rémunéré en fonction de notre utilité sociale, ce qui semble être un véritable problème, surtout à l'heure où les inégalités continuent à se creuser, on peut
On ne peut que reconnaître ça. En revanche, sur la solution, c'est là où il y a tout de même des désaccords, où ça semble effectivement désirable, souhaitable, que tout le monde vive en harmonie et que tout le monde ait assez pour vivre, vous dites de manière suffisante et fasse mieux société, mais ça semble tellement éloigné du système économique dans lequel on est que je me demandais si finalement cette défense que vous faites du revenu inconditionnel, qui vous le dites, soulève des questions de société fondamentales sur la pénibilité au travail, sur comment est-ce qu'on a pu organiser un système qui, à ce point, a des problèmes de financement quand on doit aller toucher dans les portefeuilles des plus aisés. Donc les solutions que ça soulève sont tout à fait entendables. Mais je me demandais si c'était pas finalement une manière d'élargir un peu la fenêtre d'Overton que de défendre ce revenu inconditionnel, qui est de défendre quelque chose de tellement radical, parce que ça, là, c'est vraiment considéré par beaucoup de gens comme inenvisageable, y compris à gauche, que finalement, ça permette d'ouvrir encore plus cette question de la réduction des inégalités de patrimoine ou de salaire, finalement. Ouais. Alors, parmi les freins qu'il y a à gauche, donc, il y a cette question de la protection sociale, des services publics, tout ça, on vient d'en parler. Et il y a aussi la question de la valeur travail. Le revenu inconditionnel vient attaquer frontalement la valeur travail, entendue comme survalorisation de l'emploi. Donc, Fabien Roussel ne serait pas content. Oui, tout à fait. Non, mais ça me pose vraiment question, parce que, encore une fois, si on parle de valeur travail comme survalorisation de l'emploi, ça veut dire qu'on valide le fait que l'emploi, aujourd'hui, est la source exclusive ou quasi exclusive de reconnaissance sociale, d'utilité sociale, de lien social, et puis évidemment de revenus. Et ça me semble être totalement raccord avec le productivisme et avec le capitalisme. Enfin, pour le dire autrement, si le capitalisme a pu se développer, c'est notamment du fait de la mise au travail généralisée de l'Occident. On a eu une logique de contrainte au travail, d'obligation de travailler et de travailler plus que ce qu'on souhaiterait, et puis ensuite d'incitation à travailler toujours plus. La valeur travail, ça participe clairement de ce projet-là. En tant qu'anticapitaliste, antiproductiviste décroissant, je ne vois pas comment je peux adhérer à cette valeur travail, entendue encore une fois comme survalorisation de l'emploi. Donc ça fait partie des freins qu'il y a à gauche pour accepter cette proposition. Pour autant, effectivement, si on parle de fenêtre d'Overton, le revenu inconditionnel permet de poser plein de questions. Enfin, encore une fois, ça met en lumière des problèmes criants dans notre société qui, la plupart du temps, sont passés sous silence. Et moi, ma position, c'est juste dire, si vous n'êtes pas d'accord avec le revenu inconditionnel, très bien. Quelle solution on trouve pour répondre à tous les problèmes qui sont pointés grâce au revenu inconditionnel? Donc effectivement, pénibilité. Il y a des gens aujourd'hui qui font des boulots que personne n'a envie de faire, ils sont contraints de le faire. À aucun moment on peut dire que c'est juste. Quelle solution on trouve pour faire en sorte que ce soit, que ce soit acceptable quand on est de gauche, anticapitaliste, etc. La question que je me pose également, c'est pourquoi porter ces revendications de revenus inconditionnels quand on est un homme ou une femme politique, puisqu'aujourd'hui, on le voit déjà, la gauche a de très grosses problématiques pour s'imposer sur la scène politique, ou en tout cas lors des différentes élections. Le revenu, alors universel et pas inconditionnel, et donc pas avec les mêmes paramètres que ceux que vous venez de décrire, mais a quand même été porté en 2017 par Benoît Hamon. Ça a été un échec cuisant. Il y a une réceptivité assez limitée à cette thématique-là. Pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme politique irait s'emparer de cette idée que vous développez dans ce livre, que vous avez développé dans vos précédents ouvrages, sachant que ça risque d'être presque une pénalité politique pour réussir à s'imposer? Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème de temporalité quand on parle de revenu inconditionnel. En tant qu'essayiste, je peux parler de revenu inconditionnel sans trop de difficultés. Si j'étais candidat à une élection quelconque, j'aurais plus de difficultés à le défendre, tout simplement parce que j'aurais plus de difficultés à y croire. Ce que je dis souvent, c'est la société qui sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, c'est pas notre société. C'est une société qui, déjà, se sera dit, effectivement, la valeur travail, sur le plan écolo, sur le plan social, c'est pas forcément une bonne chose. C'est une société qui se sera dit, la croissance économique comme objectif politique, ça n'a plus aucun sens. En fait, c'est ça, la société qui pourra mettre en place le revenu inconditionnel tel que je le défends, c'est une société qui aura déjà fait du chemin sur toutes les autres questions. Est-ce que c'est pas finalement une société qui n'a même plus besoin de ce revenu inconditionnel? Mon espoir, c'est ça. C'est le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, alors sans doute qu'on n'aura pas besoin de mettre en place un revenu inconditionnel, parce qu'on aura transformé suffisamment la société pour ne pas avoir besoin du remède du revenu inconditionnel, qui est un remède pour une société malade du marché, de la croissance, etc.
Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, Ce que nos salaires disent de nous, est disponible en librairie aux éditions Payot. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord avec l'idée d'un revenu inconditionnel? Je vous rappelle qu'à Blast, on vit grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.